Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de chercher ensemble un ETF, ou plutôt de voir quel est l'ETF qui vous correspond le mieux. Alors je vais prendre des ETF sur un support que vous connaissez tous, qui est le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Ça va être l'occasion pour moi de discuter un petit peu des ETF, qui est à la fois un des outils les plus faciles, j'ai envie de dire. Et puis, le problème, c'est que dès qu'on gratte un petit peu, derrière cette facilité, on peut vite avoir pas mal de questions, voire même être perdu, et notamment parce qu'il y a énormément de produits disponibles. Donc, je vais un petit peu me balader au travers de ces produits, notamment chez les émetteurs. Donc, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que j'ai pris 3-4 émetteurs. J'ai pris des classiques, j'ai pris Amundi Lyxor, ensuite j'ai pris Vanguard, j'ai pris BlackRock, et puis j'ai pris BNP pour avoir un autre acteur français. Alors, quand on lit un peu les noms des ETF, il y a beaucoup de choses en fait. Là, quand on lit un Amundi Index, MSCI, USA, SCRI, PAB, UCITS, ETF, DR, Hedged, Euro, etc., on peut facilement être perdu. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. En premier, on a des émetteurs d'ETF. Un émetteur, c'est tout simplement celui qui va construire le produit et qui va vous le marketer, vous le vendre. Donc ça, c'est Amundi Lyxor, puisque Amundi a racheté Lyxor, c'est Vanguard, c'est BlackRock, c'est BNP, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est la première partie. Donc Lyxor, c'est Lyxor l'émetteur. Ensuite, et ça c'est le plus important dans un ETF, c'est l'indice de référence. Dans ce cas-là, c'est le S&P 500. Vous allez très souvent voir UCITS, parce que UCITS, c'est la réglementation européenne qui gère les OPCVM, donc les fonds de placement. ETF, bien sûr, ETF, Tracker, ce sont les fonds qui sont cotés en bourse. Et puis derrière, vous avez le AC pour accumuler, DIST pour distribuer, etc., etc. Je reviens rapidement sur les indices. Un indice, c'est un panier de valeurs en fait, qui est décidé et calculé par un calculateur d'indices. Donc là, c'est pas Lyxor qui calcule les indices, c'est pas BlackRock, c'est pas Vanguard, c'est pas Amundi. Les spécialistes, c'est typiquement S&P, donc Standard & Poor's, ça va être MSCI, ça va être Solactive, etc. Donc déjà, on a deux acteurs. On a un émetteur qui va se baser sur un indice qui est souvent calculé par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous avez des ETF qui sont si similaires, parce qu'en fait, un ETF d'Amundi, un ETF de BlackRock, s'ils sont sur le même indice, par exemple le S&P 500, donc l'indice des 500 plus grosses valeurs américaines, ou bien sur le MSCI World, le MSCI Monde, vous allez avoir des ETF qui sont très similaires. Donc c'est bien important de faire la distinction entre ETF et puis indice. Ensuite, sur l'indice, il y a l'indice de base, comme par exemple le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et puis, si vous fouillez un petit peu dans les ETF disponibles, parce que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site d'Amundi, et puis j'ai utilisé des filtres. Donc j'ai sélectionné Actions, j'ai pris zone géographique. Là c'est États-Unis, non, c'est Amérique du Nord, et puis c'est à peu près tout. J'ai laissé la devise, j'ai laissé les places de cotation. Voilà, j'ai juste sélectionné ça, et j'ai fait pareil. Je vous le disais, chez BlackRock, qu'est-ce que j'ai sélectionné chez BlackRock? Classe d'actifs actions, région Amérique du Nord, style indice. Voilà. Et donc là on se dit c'est simple, moi je veux juste un ETF pour investir sur les actions américaines, je ne demande pas grand chose. Et puis on voit que là par exemple chez BlackRock, donc ils ont du S&P 500 entre guillemets simple, mais vous allez avoir plein d'autres choses. Vous allez avoir du MSCI USA, donc qui va être très ressemblant mais qui est calculé par autre chose. Et puis par exemple vous avez ce genre de choses, ça va être iShares, donc iShares c'est la marque de BlackRock pour les ETF, et vous avez S&P 500 Minimum Volatility. Donc ça va toujours être sur un univers du S&P 500, des 500 plus grosses valeurs. Mais cette fois-ci, ils vont calculer un panier de valeurs qui va essayer de minimiser la volatilité, qui va essayer d'avoir les rendements les plus stables possibles en fait. Et dans ce genre de petites précisions en fait sur les indices, vous avez aussi par exemple du equal weight, ça veut dire que ça va être du équipondéré. Donc au lieu d'avoir un S&P 500 qui va avoir des pondérations basées sur la capitalisation boursière, tout va avoir un 500e de l'indice. Alors ça, c'est à la fois une bonne idée et une mauvaise idée. La bonne idée, c'est que vous allez avoir
vous allez avoir un portefeuille qui va être plus diversifié parce que mieux réparti, mieux pondéré. Le problème, c'est qu'en fait, tous les gagnants, toutes les entreprises qui ont le plus monté vont être vendues pour maintenir la même pondération dans le portefeuille. Et problème qui est bien pire, c'est que tous ceux qui vont s'effondrer, toutes les actions qui vont s'effondrer jusqu'à sortir de l'indice, en fait, l'indice va être obligé de les racheter pour leur faire garder leur pondération. Donc, s'il y a une entreprise qui a 1/500e, comme toutes les autres de pondération, et qu'elle perd 50%, ben l'indice, en fait, va être obligé d'en racheter le double, en fait, pour garder la même pondération. Et comme je le disais, quand il y a des entreprises comme Nvidia qui cartonnent, qui montent, l'indice va être obligé d'en vendre pour garder la pondération toujours à 1/500e. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce genre de choses? Vous avez beaucoup de ESG, donc qui vont avoir des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Vous allez avoir ce qu'on appelle des facteurs. Par exemple, ici, on a Momentum, on a Quality. Quality, c'est typiquement mon style d'investissement. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas forcément fan de tous ces ETF-là? Et pourquoi souvent je m'en tiens à un ETF S&P 500 si je veux investir sur les États-Unis? C'est que ce sont des critères quantitatif. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas un gérant qui va choisir est-ce que c'est une société qualitative ou non, ou est-ce que c'est une société ESG. Enfin, ESG, c'est basé sur des notations ESG. Et en fait, pour prendre le facteur quality, qui est celui que j'affectionne, ok, ils vont regarder des facteurs quantitatifs de qualité. Ils vont prendre une forte rentabilité, peut-être des marges élevées, une croissance stable, etc., etc. Mais le problème, c'est que moi, quand j'analyse une boîte de qualité, il y a au moins la moitié des indicateurs qui sont sur du qualitatif, en fait, qui sont pas qu'on ne peut pas retranscrire en chiffres. Donc ça va être bien sûr sur le mode, sur l'avantage compétitif, sur la qualité du management, etc. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à investir dans ces facteurs-là, et quitte à faire de l'investissement qualité, je préfère choisir moi-même les entreprises. Premier point, quand on choisit un ETF, c'est se mettre d'accord sur l'indice que l'ETF va traquer. Donc admettons que dans notre cas, on veut rester sur le S&P 500. On va avoir donc des ETF, comme je le disais, qui sont très similaires entre BlackRock. Donc là, je suis sur BlackRock. On voit que j'ai classé ici par AUM, c'est-à-dire Asset Under Management, c'est-à-dire que j'ai l'ETF le plus traité en fait par BlackRock, en tout cas en Europe, et on voit, enfin je pense que c'est en Europe, parce que quand on va sur un site d'émetteur et qu'on dit qu'on est en France, on n'a accès qu'à ceux qui sont disponibles, et c'est pour ça qu'on voit qu'ils sont tous domiciliés en Irlande ou en Allemagne, parce qu'en tant qu'Européen, on n'a pas le droit d'investir dans des ETF qui sont US, qui ont un code ISIN, parce qu'on a ici un moment qui sont domiciliés aux US, aux États-Unis, donc très souvent c'est irlandais. Donc si je prends le plus gros ETF S&P 500 de BlackRock, on voit qu'il y a 63 milliards sous gestion, si je ne me trompe pas, avec un total expense ratio de 0,07%, donc 7 bips, donc ce qui est très 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 correct. Et on voit que dès qu'on commence à être sur ce qu'on appelle des smart beta, des ETF smart beta, donc je vous disais minimum volatility, momentum, etc., on voit que les frais commencent à exploser, en partie justifié parce qu'il y a un peu plus de maintenance, et puis en partie parce qu'ils prennent une marge pour offrir ce service. Et entre cet ETF là, donc à 0,07% qui traque le S&P 500, et le Amundi ou l'Ixor, donc qui était au même tarif et qui traque le même indice, qui lui cette fois-ci est domicilié au Luxembourg, mais bon, qui a les mêmes pondérations, la différence honnêtement elle va être très très faible. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qui est le plus important? Donc j'ai dit l'émetteur, j'ai dit l'indice sous-jacent. Ensuite, ça va dépendre de où vous allez loger cet ETF. Parce que si vous le mettez dans un compte titre, un CTO, aucun problème, vous pouvez le prendre partout. Après, il y a deux cas assez spécifiques. Il y a le PEA, c'est qu'il faut que l'ETF soit éligible au PEA, ou bien dans une assurance vie, il faut que votre assurance vie propose cet ETF. Donc pour l'assurance vie, vous vous connectez à votre assurance vie et vous voyez ceux qui vous proposent des ETF S&P 500. Pour le PEA, donc ça va être quasiment tout le temps des ETF qui sont émis par des acteurs français, donc type Amundi, type BNP. Et puis là, c'est simple, vous cliquez sur PEA et vous voyez que vous arrivez à avoir des ETF qui sont éligibles au PEA, même si ce sont des ETF basés sur des actions américaines. On voit que les frais de gestion doublent. Ça reste honnête, très franchement. Mais voilà, les frais de gestion sont plus élevés. La seule différence entre cet ETF-là et celui qu'on a vu précédemment qui était moins cher, c'est que les ETF ont souvent une réplication physique. Ça veut dire que l'ETF, qui est un fonds, c'est tout simplement un fonds de placement dont les actions sont cotées en bourse, l'ETF va détenir physiquement les titres pour un non éligible PEA. Pour un ETF qui est éligible au PEA, c'est un peu différent.
en fait, il va être toujours investi dans des titres. En général, alors je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà. Donc, on va voir qu'en fait, il y a deux choses différentes. Il y a l'ETF, il est investi dans des actions qui sont, elles, éligibles au PEA. Donc, on voit ici dans le ETF S&P 500 PEA, on voit que c'est du Linde, on voit que c'est du Stellantis, RWE, SAP, Unicredit, etc. Ce sont des boîtes qui sont éligibles au PEA. Mais en fait, donc le fonds est quand même investi quelque part. Ça, c'est un point important. L'argent est là, l'argent est disponible, mais il y a un swap de performance qui est conclu avec quelqu'un. Et le swap de performance dit que cet ETF-là, il va reverser la performance de son panier européen à quelqu'un et il va recevoir la performance du S&P 500. Pour vous, investisseurs, c'est totalement transparent. Mais c'est ce qui permet au fond d'être éligible au PEA. C'est transparent à une information près, c'est qu'effectivement, il y a un swap de performance. Un swap, c'est un produit dérivé OTC, c'est-à-dire que c'est vraiment deux contreparties qui se sont mis d'accord, une contrepartie qui est Amundi et l'autre contrepartie, ça doit se trouver... ça va se trouver quelque part. Moi, j'ai pas envie de passer trop de temps, mais vous allez trouver en fait qui est la contrepartie du swap. Et donc, le fonds a un risque de contrepartie vis-à-vis de cette société. Voilà, je viens de trouver contrepartie du contrat gré à gré, c'est BNP Paribas. Donc oui, il y a souvent cette question-là qui revient. Est-ce que les ETF avec des swaps, donc des réplications synthétiques plutôt que des réplications physiques, sont plus dangereux? Oui, théoriquement, c'est un petit peu plus dangereux parce qu'il y a un risque de contrepartie. Après, quand on regarde les contreparties, c'est BNP. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si BNP a des problèmes financiers, à la fin, l'argent est là. C'est juste un swap de performance. C'est-à-dire que BNP, ils ne sont pas fous. BNP ne prend pas un pari sur la bourse américaine. BNP, dans ce swap, a fait l'inverse. C'est-à-dire que BNP a investi concrètement dans des actions américaines pour pouvoir donner la performance à l'indice et ils sont hedgés, ils sont couverts avec la bourse européenne. Donc c'est purement une histoire de marge en fait, d'où les 0,7% qui deviennent 0,15%. Voilà, donc le risque est vraiment très très limité, surtout qu'en général, si BNP Paribas fait faillite, on aura tous d'autres problèmes que est-ce que mon ETF a toujours les parts, et il se trouve que l'ETF lui-même, à mon avis, aura une perte de marché qui sera très élevée. Mais bon, donc concrètement, en théorie, oui, il y a un risque supplémentaire. En réalité, ce risque est extrêmement faible. Retournons donc sur nos différents ETF. Donc une fois qu'on a choisi l'indice et qu'on sait si on va le loger en PEA ou non, alors vous pouvez voir à quel point j'ai une magnifique connexion Internet, ce qui est bien connu de la plupart des investisseurs, donc je vais passer rapidement. Est-ce que c'est un fonds à accumulation ou à distribution? Donc est-ce que les dividendes sont réinvestis automatiquement dans l'ETF ou bien est-ce qu'ils sont distribués? La plupart des personnes choisissent à moins que vous soyez en recherche de rente ou de revenus, tout le monde préfère à accumulation, préfère que ce soit un ETF capitalisant pour deux raisons. Déjà, c'est que les intérêts composés jouent à plein, vous n'avez pas à vous embêter à toucher les dividendes pour potentiellement les réinvestir. Et puis, qui dit toucher les dividendes pour les réinvestir veut dire qu'il y a peut-être un frottement fiscal et alors qu'il n'existe pas, voilà, suivant où vous êtes, si vous êtes en assurance vie, en PEA, c'est bon, mais c'est vrai que si vous êtes sur un compte titre, par exemple, il faut impérativement, et que vous n'avez pas besoin de l'argent, il faut impérativement prendre un ETF capitalisant, comme ça vous n'aurez pas ce frottement fiscal qui sera donc soit au taux unique, soit si vous payez peu d'impôts, vous pourrez mettre ça dans vos... être à votre tranche d'imposition maximale. Mais bon, globalement, la plupart du temps, on choisit de l'accumulation. Ensuite, il y a quelque chose de très important qui est la devise. Alors, à la fois important et pas important. Je vous explique pourquoi. Vous voyez ici que c'est l'Ixor. La devise peut être en euros ou bien en dollars. Voilà, en gros, c'est tout ce qu'on trouve. Certaines fois, on trouve d'autres choses en francs suisses ou autres. Point très important. Quand vous investissez, en général, vous allez prendre de l'euro. Pourquoi? Parce que vous allez traiter, par exemple, sur la place de Paris ou bien en Allemagne, enfin bon, sur une place en euros ou bien à Milan. Le fait d'acheter un ETF en euros, vous pouvez penser que vous n'avez pas de risque de change. C'est faux. En fait, que vous achetiez un ETF en dollars ou un ETF en euros, vous avez le même risque de change. La seule différence, c'est que si vous avez, par exemple, vous êtes chez... moi, j'ai plusieurs comptes, donc j'ai des comptes chez Interactive Brokers, chez les petits courtiers français, etc. C'est beaucoup plus... si j'achète sur Interactive Broker un ETF en dollars, ils vont me débiter mon compte dollars, ça ne me pose pas de problème. Si vous êtes
sur un broker avec uniquement des comptes en euros et que vous achetez en dollars, ils vont vous prendre des frais sur le change. C'est ça qui va différencier. Potentiellement, si vous êtes sur une place qui va vous coûter cher, vous allez payer plus sur une place en dollars que sur une place, par exemple Euronext à Paris en euros, etc., etc. Mais à la fin, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez acheter en euros du S&P 500, mais pendant tout le temps de détention, en fait, vous allez avoir un risque en dollars, dans le sens où si le dollar monte, cet indice-là va monter, et si le dollar baisse, cet indice-là va baisser. Il faut le savoir, c'est important. Vous pouvez avoir le S&P 500 qui fait 0 sur l'année, le dollar qui gagne 10%, et vous allez avoir une performance qui va être proche des 10%. Et inversement, vous allez avoir peut-être le S&P 500 qui va gagner 10% une année, le dollar qui va perdre 10%, et vous n'allez pas comprendre à la fin de l'année pourquoi vous avez une perf de 0. C'est parce que c'est le change qui aura effacé toute la performance. Si vous voulez éviter ça, vous avez des fonds qui sont couverts en change ou qui sont hedged. Donc là, hedged daily, il y en a qui sont monthly. Donc c'est-à-dire qu'il est couvert en change tous les jours. En théorie, je dis bien en théorie parce qu'on va voir, il y a quand même des petites différences. Si vous achetez un fonds hedgé en euros, que le S&P 500 fait 10%, vous devriez avoir une performance d'environ 10% sur votre ETF, que le dollar ait fait plus 20 ou moins 20%. Bien sûr, ça a un coût parce qu'à nouveau, il y a des transactions de couverture qui sont faites, qui coûtent de l'argent, il y a aussi, etc., etc. Donc, j'ai fait une petite comparaison pour vous montrer ça. Donc, j'ai pris les deux qu'on a vus, on a vu, donc là c'était le SP5C, c'est l'ETF non hedgé en euros d'Amundi, le SPHC c'est celui qui est hedgé en euros, et puis j'ai pris un BlackRock, le plus gros BlackRock justement, c'est celui-ci, donc celui-ci qui est un fonds coté en dollars, et bien sûr pas... non mais qu'est-ce que j'ai... Oui c'est ça. C'était pas ça que je voulais montrer, mais bon, c'est la même chose. Voilà, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le S&P 500, donc la source, qui est en bleu. J'ai pris un hedgé en euros qui est en noir, et j'ai pris un non hedgé en euros, et qui cote en euros, donc qui est en vert. En orange, vous avez le dollar-euro, la parité. Donc en fait, tant que pendant un an, l'euro-dollar est resté aux alentours de 1,20, on voit que celui qui est non hedgé et le S&P 500, ils ont à peu près la même ils ont à peu près la même performance, et celui qui est hedgé en euros sous-performe. Est-ce que c'est à cause des frais? Je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'on parle d'une petite différence des frais, alors qu'il a dit est énorme. On aperçoit qu'à un moment où les deux indices gagnent à peu près 36%, le S&P 500 et l'X normal, j'ai envie de dire, celui qui est daily hedge, il est à 27%, donc c'est énorme, il est à 7 points en dessous. Mais on s'aperçoit que dès que le change commence à bouger, donc l'euro-dollar passe de 1,22 à combien on a atteint à peu près au plus bas, on était à 0,96, donc on a ici le dollar qui s'apprécie, on voit que votre position en euros, la courbe verte, elle s'est aussi fortement appréciée. Donc super, vous étiez content, vous avez une super performance à un moment de plus 50%, alors que je me mets ici, on a une performance de plus de 50%, alors que l'indice de référence est à plus 26, donc vous avez doublé à 52% de performance par rapport à 26. La réalité, c'est qu'en fait, il y a la moitié de votre performance qui vient du taux de change. Donc, il faut juste en être conscient. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre forcément un indice, enfin plutôt un ETF qui est hedgé en change, mais voilà, il faut être conscient qu'il y a une bonne partie de votre performance qui va venir du taux de change. Donc voilà, on a vu à peu près de plus en plus de choses. Qu'est-ce qui nous manque? L'éligibilité, donc PEA, assurance vie, etc. J'en ai parlé. Oui, la place de cotation, c'était ça dont je voulais vous parler. Donc ici, on voit que alors le tracking paraît bien meilleur ici que ce que j'ai vu précédemment sur l'écran zone bourse. Donc tac tac tac, où est-ce qu'on a les places de cotation? Voilà, donc sur le SP5C de Lyxor, on voit qu'il est coté en euros sur Euronext Paris, il est coté en dollars sur la bourse de Londres, et il est même coté en pesos mexicains sur la bourse des valeurs mexicaines. Évidemment, vous n'aurez pas du tout la même liquidité sur ces places de marché. Donc en général, il y a une place de marché principale, donc en l'occurrence ici la place parisienne. Si je prends l'équivalent chez BlackRock, c'est lui qui est coté en dollars, voilà, on voit que lui il est coté à pas mal d'endroits. Après, quelle est la place la plus
la plus liquide. J'aurais tendance à penser que c'est Londres de très loin. En tout cas pour ceux qui sont cotés en dollars, mais voilà, ceux qui sont cotés en euros, c'est probablement sur la bourse allemande, sur Xetra, la bourse électronique allemande, que c'est où il y a le plus de liquidité. Mais ça, c'est un autre critère à prendre en compte. Ensuite, les frais. Alors oui, les frais, c'est très important sur les ETF. Alors oui, c'est vrai que c'est très important. Ici, aujourd'hui, sur des ETF vraiment basiques, on est quand même sur des frais très compétitifs. Mais si je classe par frais de gestion, donc là on a les plus élevés. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait effectivement les fonds à effet de levier que j'ai tendance à éviter, et vous pouvez regarder ma vidéo zone bourse sur l'effet de levier, sur le bêta slippage, etc. Pour comprendre mieux pourquoi j'aime pas ces ETF-là. Si on classe par frais de gestion, on s'aperçoit qu'on peut investir sur les États-Unis, mais basé sur d'autres indices. En fait, on n'est plus sur le S&P 500. Si vous regardez, par exemple, celui-ci, le Amundi Prime, est-ce que je l'ai mis? Non. Si vous regardez le Amundi Prime, où vous dites, là, je peux payer 0,05% au lieu des 0,07% en prenant un S&P 500, vous allez constater que l'indice de référence est finalement extrêmement similaire. Vous allez tomber sur... je ne regarde pas en détail, mais on voit que le nombre de composants de l'indice, c'est 497. Donc en fait, ils ont répliqué plus ou moins un S&P 500. Donc c'est la même chose. La différence, c'est que c'est Solactive qui va calculer l'indice au lieu d'être Standard & Poor's. Et comme Solactive doit, j'imagine, fournir l'indice un peu moins cher que ce que fait S&P 500, enfin pardon, S&P 500, Standard & Poor's, donc ils arrivent à gratter un petit peu sur les frais de gestion. Honnêtement, quand on est à des frais de gestion de 0,07% ou de 0,05%. Ici, on voit que l'encours sous gestion, il est de 245 millions, alors que sur l'autre, il est à presque 8 milliards pour celui qui a des frais de gestion de 0,07%. Pour moi, là, c'est l'épaisseur du trait. On est à des niveaux en dessous de 10 bips, on est à des niveaux tellement faibles que pour moi, ça ne devient plus un critère. Je préfère avoir quelque chose qui est plus liquide. Plus liquide, c'est en gros 2 critères. Mais surtout, les 2 critères, vous pouvez regarder les volumes, mais c'est surtout le spread. Le spread, c'est la différence entre l'achat-vente. Donc, au moment d'acheter ou même avant d'acheter, vous allez voir où dans le carnet d'ordre où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. En général, sur les ETF, quasiment systématiquement, l'acheteur et le vendeur, ce sont des market makers. En fait, c'est Amundi qui va qui va mandater un market maker pour toujours avoir des acheteurs et des vendeurs. Mais plus vous avez de particuliers, de professionnels, etc., qui sont aussi actifs sur ce produit, donc là en l'occurrence 8 milliards d'investis par rapport à 200 millions, vous allez avoir beaucoup plus d'intervenants qui vont petit à petit resserrer le spread, donc resserrer la fourchette achat-vente, et donc au moment d'acheter et de vendre, vous aurez plus de liquidité, sachant que si vous êtes investisseur long terme sur des ETF, voilà, vous aurez de la liquidité parce qu'il y a des apporteurs de liquidité qui sont des market makers, et c'est pas de payer à nouveau 0,1, 0,2, 0,3% de frais à l'achat ou à la vente qui va faire grand chose. Donc là, on a vu pour moi à peu près tout ce qu'il faut regarder chez un fournisseur d'ETF pour pouvoir choisir le bon. Après, effectivement, l'émetteur, j'ai juste cité quelques noms. Plus l'émetteur est solide, mieux c'est. En général, si vous allez sur les indices les plus connus type S&P 500, MSCI Monde, etc., vous allez, en tout cas moi c'est ma politique, je préfère choisir les plus gros émetteurs qui auront le moins de chances de faire faillite, sachant qu'il ne faut pas oublier que quand vous mettez de l'argent dans un ETF, ce n'est pas du tout comme des CFD, comme ces brokers qui vous proposent de pouvoir traiter en fractions d'actions, etc. Vous avez un vrai risque de contrepartie vis-à-vis de votre courtier, parce que vous avez un CFD, vous avez un contrat avec eux, donc c'est l'équivalent du swap dont on parlait tout à l'heure. Quand on investit dans un ETF avec BlackRock, c'est un fonds. Donc c'est un fonds, les actifs sont dans le fonds, vous êtes actionnaire de ce fonds. Donc s'il y a un problème, si BlackRock à un moment doit faire faillite, ce qui est très très loin d'arriver, si BlackRock doit arriver à faire faillite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont sûrement liquider le fonds, c'est-à-dire qu'ils vont vendre toutes les positions, ils vont dire le fonds clôture, ils vont vendre toutes les positions, ils vont vous redonner l'argent. Donc voilà, l'argent n'appartient pas à BlackRock, l'argent appartient aux actionnaires du fonds, donc vous, et si le fonds doit être clôturé, BlackRock ne va pas se servir dans ce fonds pour son propre argent, si vous voulez. Vous êtes protégé de ce côté-là. Ce qui peut se passer, c'est que le fonds soit liquidé et qu'on vous rembourse et que vous soyez obligé de mettre votre argent ailleurs, ou que votre argent soit bloqué pendant longtemps, le temps que la procédure soit en place, etc. Mais bon, le risque de ce côté-là est très 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 faible comparé, je le répète, à des brokers qui vont vous proposer des
des CFD. Donc voilà pour cette petite vidéo sur comment choisir un ETF S&P 500. Une fois qu'on a choisi, qu'on va taper dans les gros émetteurs, qu'on prend un S&P 500, donc soit Smart Beta, c'est-à-dire avec d'autres critères, low volatility, etc. Je vous ai expliqué rapidement, soit un pur S&P 500 qui va vraiment répliquer exactement l'indice. Les décisions à prendre, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de revenus? Est-ce que j'ai vraiment besoin de toucher les dividendes? Les dividendes sur les S&P 500, c'est à peu près 1,8% par an, en tout cas sur les niveaux de valo actuels. Est-ce que je veux un fonds l'acheter sur une place euro, sur une place dollar? C'est un peu anecdotique, mais en général, vous allez sur une place euro. N'oubliez pas que même si vous achetez un ETF en euros, vous avez quand même du risque de change. On surveille les frais, mais sans pour autant aller chez un émetteur anonyme ou bien aller piocher dans un fonds qui a quasiment pas d'assets sous gestion, d'actifs sous gestion et qui va donc vous donner un peu moins de liquidité. Après, pour les petits portefeuilles, il y a un point aussi qui est important, c'est la valeur liquidative, la NAV, la net asset value, c'est-à-dire le prix en fait de l'ETF. Parce que si vous voulez faire du DCA, vous remettez un petit peu d'argent tous les mois et vous mettez 100 € tous les mois, on voit qu'avec une valeur liquidative de quasiment 300 €, ben voilà, celui de l'Ixor est peut-être pas le plus adapté, alors que peut-être, iShares, j'ai vu aussi que, j'ai vu que c'était un peu le même cas. Alors, prix, si on va chez BlackRock, parce que ça fait partie des détails, hein, combien, donc là, celui-ci est aussi à 400, à peu près 400 $, mais vous pouvez trouver, il y en a toujours qui sont moins chers. En fait, il y en a un peu à tous les prix. Pas la peine de descendre trop bas parce qu'en fait, plus vous allez descendre bas en termes de prix, là j'en ai vu qui était autour de 8 $ par exemple, si vous avez un ETF qui traite à 8 $, en général, ce fameux spread d'achat-vente au moment d'acheter et de vendre, vous n'allez pas vous rendre compte, mais on va vous piquer quelques pourcents qui... Voilà, chaque tick supplémentaire va vous prendre va être un frais en fait, un frais de liquidité. Mais bon, globalement, vous allez toujours trouver, par exemple, même si allez, au pire, vous prenez un distribuant, vous voyez que la part tombe à 42 €. Donc voilà, ça vous permet peut-être d'être un peu plus flexible. Et puis quand vous aurez plusieurs milliers d'euros investis dans le S&P 500, vous pourrez basculer dans un ETF capitalisant. Voilà, là je vois encore des ETF Nasdaq, etc. Comme vous m'avez envoyé beaucoup de portefeuilles et je vous remercie, n'oubliez pas que quand on regarde la composition du Nasdaq, du S&P 500, de MSCI Monde, etc., elles ont une grosse partie de valeur en commun. Et d'ailleurs, s'il y a bien un point à regarder systématiquement quand vous investissez dans un ETF, c'est regarder au moins les premiers composants. Parce que quand on est sur des produits ESG, par exemple, c'est toujours important de s'assurer que, admettons, on n'a pas du ExxonMobil, on n'a pas, etc. Mais parce que typiquement, Amazon, est-ce qu'il est considéré ou Apple, est-ce que c'est considéré comme ESG ou pas? Suivant les critères qui sont pris, ça ne va pas forcément être le cas. Donc là, par exemple, si je prends un Amundi USA ESG Leader, je vais prendre celui-ci, on peut avoir parfois des surprises en termes de composantes, encore plus si vous investissez dans des ETF thématiques. Regardez toujours les composants du fonds parce que vous investissez dans un ETF intelligence artificielle, vous pensez avoir du Nvidia et peut-être qu'ils n'ont même pas de Nvidia par exemple. Donc ici, si je prends, donc on voit qu'ils ont bien viré dans un ESG, ils ont bien enlevé du Amazon, ils ont enlevé Apple, il y a un mais après... Voilà, quand je vois Procter & Gamble, par exemple, on peut se poser la question sur ce type de produit, est-ce que c'est vraiment... Voilà. De toute façon, c'est tellement... On va terminer qu'avec des produits type Visa ou Mastercard qui sont quasiment que du digital ou du Microsoft ou de l'Alphabet. Enfin bon, bref, regardez bien pour que ce soit en accord avec vos valeurs si vous investissez dans de l'ESG. Voilà pour cette... petite ou grande vidéo. Dites-moi vous comment vous choisissez vos ETF. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, c'est super intéressant pour moi. Si vous avez aussi des questions spécifiques aux ETF, comme ça, j'ai reçu des questions pour faire une émission FAQ, j'ai reçu un peu tout. Voilà, si on peut faire un petit focus sur les ETF, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. Bon, en tout cas, voilà, je vous dis ciao et à bientôt pour une prochaine émission.